Bienvenue en INF 2171 pour le monde qui sont en train de regarder en différé. Donc, aujourd'hui, on va faire une présentation du cours, plus particulièrement du plan de cours. Donc, qu'est-ce qu'il faut s'attendre dans ce cours-ci? Comment est-ce que ça va travailler? Puis aussi, on va regarder les différents outils de communication qu'on va utiliser durant la session pour être capable d'avoir une bonne interaction, même si on est à distance. Donc, en passant, n'hésitez pas, si vous avez des questions à n'importe quel moment, vous pouvez soit les mettre dans le chat, donc bonjour, hein, tout le monde qui dit bonjour dans le chat, ça me fait plaisir, ça, c'est de l'interaction, là, ok? Sentez-vous pas mal de juste taper si vous voulez pas jaser ou lever la main. Moi, de chatter, it's A1, je regarde le chat en tout temps. Puis, deuxièmement aussi, si vous avez quelconque question, hein, n'hésitez pas non plus à lever la main. Donc, abat-jour, c'est comme bonjour, c'est juste que tu changes certaines lettres. Je prends ça comme salutation aussi. Fait qu'on est prête. On va commencer à regarder tout ce qui se passe dans ce cours-ci. Donc, ici, on a ça de prête. On sait ici. Donc, premièrement, notre plateforme de prédilection pour être capable de communiquer de manière unidirectionnelle. Ça veut dire que moi, j'ai quelque chose à vous dire. Ça va être à travers Moodle. Donc, à travers Moodle, il va y avoir les différents liens qui vont vous permettre de suivre le cours qui va être de manière asynchrone. On avait déjà le premier cours qui était disponible avec ses différentes notes de cours. Puis, à chaque semaine, on va mettre les vidéos. On peut voir ici la deuxième semaine est déjà prête. Il faut juste que j'attende la fin de la période pour partir la deuxième semaine. Donc, on va avoir ça à chaque semaine. Je vais aussi vous envoyer sur le forum de nouvelles qui va aussi vous envoyer des courriels. Donc, vous allez recevoir un courriel, mais comme si vous délitez ça, sachez toujours que dans le forum de nouvelles, il va y avoir toutes les annonces faites au cours. Habituellement, je vais essayer de faire une annonce à chaque après-midi du vendredi là, pour dire qu'est-ce qui s'en vient dans la semaine. Donc, qu'est-ce qu'on s'attend à faire au laboratoire, qu'est-ce qu'on s'attend à regarder durant la semaine, puis qu'est-ce qu'on va faire durant la période de cours qui s'en vient après le visionnement de la vidéo. On a quelques liens utiles. Donc, on va utiliser un langage d'assembleur qui s'appelle PEP8. Donc, on a un lien vers un assembleur puis le simulateur. Moi, j'ai déjà installé, puis faites-vous-en pas pour aujourd'hui d'installer ça puis de faire fonctionner ça. Ça va être ça le but de votre premier laboratoire. Donc, nous autres, je pense que c'est le mercredi. La première semaine, on va faire marcher ça. On ne comprendra pas trop les différentes modalités de comment ça marche puis qu'est-ce que c'est supposé de faire. Le but, ça va juste être d'être capable de le faire fonctionner d'une manière générale. On va avoir le plan de cours qu'on va regarder dans quelques instants. On a ensuite le manuel du cours. Donc, il y a quelqu'un qui a été gentil pour faire un manuel francophone sur toute la matière du cours. Donc, à la fin de chaque note de cours, hein, il va toujours avoir des chapitres à lire. Donc, quand on parle des chapitres à lire, c'est les chapitres du manuel du cours. Donc, vous pouvez les lire avant, vous pouvez les lire après. OK, c'est en gros une version textuelle de la même information qui est dans les diapos puis les vidéos. Donc, vous pouvez directement soit le télécharger puis avoir juste tous les PDF sur votre ordinateur, ou si vous êtes quelqu'un de plus éphémère de manière générale, je l'ai aussi déposé, où c'est qu'on peut cliquer sur juste chacun des éléments puis avoir les informations. Puis, je suis très conscient que c'est en Comics sans MS, ok? C'est pas moi qui l'ai fait, la personne aimait le Comics sans MS. Des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas changer dans notre vie et il faut vivre avec. Ok, fait que on a ce principe-là. Dernier élément super important, ça va être le principe de la socialisation dans le cours. Hein? Donc, on est dans une session à distance. On suit un cours asynchrone, puis c'est même pas ma face dans les vidéos, ok? Donc c'est les vidéos qui ont déjà été faites sur des notes de cours qui ont déjà été faites.
Donc, le principe, c'est que moi, je vais être ici pour être un guide, un mentor. Le principe, c'est qu'il ne va pas avoir des périodes de 3 heures les vendredis matins. Vous allez écouter le vidéo, on va venir les vendredis matins travailler ensemble, poser des questions, mais je reste disponible à l'extérieur de cette période-là. Okay? Donc, le principe, c'est que vous ne devriez pas avoir besoin du mentorat en général. Je vais pouvoir prendre cette place-là puis vous répondre pas mal à tous les moments où c'est que je suis disponible et réveillé. Okay? Donc, habituellement, s'il fait clair dehors, tu as 85-90% de chances d'être capable de me rejoindre à l'intérieur d'un délai qui était assez court. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour communiquer avec moi? Donc, on a le Mattermost de l'UQAM. Donc, si vous ne saviez pas, c'est une plateforme de communication qui est très apparentée à Discord ou Slack. Donc, en passant, je ne sais pas si vous saviez, mais votre association étudiante, la GEI, a aussi un Slack où c'est que vous pouvez aller jaser avec vos compatriotes de travail de la situation et peut-être faire des liens, poser des questions sur des cours, des profs, et ainsi de suite. Mais on a aussi une autre plateforme qui est le Mattermost de l'UQAM, qui est faite plus pour la partie enseignante, pour être capable d'avoir un environnement un petit peu plus contrôlé, qui n'est pas par l'association étudiante. Donc, quand on clique sur ce lien-là, ça va nous apporter sur la plateforme générale de la chose. Ici, Mattermost, mis sur mon autre écran. Oui, on va le changer. Donc, on a le Mattermost qui ressemble à ça ici. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est, bon, il y a deux facettes avec lesquelles vous allez pouvoir communiquer avec moi. La première, donc, à l'intérieur du forum public, il y a des messages privés. Donc, des messages privés, ça permet d'envoyer un message one-on-one. Pensez à Telegram, Signal, Messenger de Facebook, WhatsApp, et ainsi de suite. Là, c'est le même principe. Donc, c'est one-on-one, on se jase, puis ça va bien. Si tu veux, tu peux avoir des messages directs avec un groupe de personnes. C'est aussi possible quand vous allez travailler en équipe. Donc, autrement, il y a aussi le canal du cours. Donc, faire attention. Si vous allez dessus, ça se peut que vous ne le voyez pas directement. Vous pouvez aller regarder dans les différents canaux. Là. Puis là, si tu cherches INF 2171, tu vas pouvoir aller dans ce canal-là. Donc, ce canal-là va être utilisé. On a juste un groupe cet été de INF 2171. Fait qu'on est capable de monopoliser le canal de communication de 2171. Fait que si vous avez des questions d'ordre général, particulièrement quand vous êtes en train de regarder la vidéo du cours, ça va être intéressant de poser la question sur le canal. Comme ça, tout le monde va être capable d'avoir un accès à cette information-là. Puis moi, je vais faire attention de répondre à cette question. J'ai une question justement de Félix. Donc, le principe ici, c'est que tu as juste à cliquer sur le lien sur le site. Ça va te demander ton login habituel. Puis, tu devrais avoir accès immédiatement. Là. Donc, il n'y a pas rien de spécial. Là. Ça vient avec ton compte. Ouais. OK. Ben, tu parles ici dans la liste des channels, là? OK. Ça, c'est normal. Parce que le channel, tu n'es pas abonné automatiquement. Donc, c'est pas comme Moodle. C'est à toi d'aller sélectionner le channel pour aller dedans. Donc, quand tu es à l'intérieur, tu as les différents channels, tu es sûrement dans le général, ça se peut que tu aies un autre cours, puis tu peux aller trouver un nouveau channel avec le gros piton plus ici. Là. Puis, je vois ici qu'il y a d'autres mondes qui ne trouvent pas le channel. Il y a Patrick qui a eu l'aimabilité de directement mettre le lien qui permet de cliquer puis de joiner le channel dans le chat de Zoom. Donc, ou si tu t'en vas là-dessus, tu peux faire Browse Channel, puis là, tu peux toutes les voir si tu marques 2171, là, il
moi, j'ai déjà joiné, là, fait que il n'est pas dans la liste. OK. Donc, Jonathan aussi parle d'un Discord pour les premières années. En passant, il y a un Slack de l'AGEI, de votre association étudiante. Tu sais que la majorité des étudiants de toutes les années sont là. Mais si tu veux m'envoyer le Discord, moi j'aimerais ça être dessus. Là, s'il y a du monde qui pose des questions, habituellement, je peux répondre. Donc, on va être avec ça. Fait que, avec ça, je vois ici qu'il y a plein de monde qui join. C'est excellent, c'est ce qu'on veut. Donc, une fois qu'on est à l'intérieur de cet élément-là, tu peux poser des questions sur le cours. Donc, ici, j'ai donné un exemple de à quoi on peut s'attendre comme question, en fait, quel genre de question ou la formulation de la question. Donc, c'est toujours intéressant de dire c'est dans quel cours, hein, parce que même si tu es un peu en retard, tu peux quand même poser des questions sur des cours précédents. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir ça. On a la question elle-même. Puis après ça, qu'est-ce qui est super intéressant? Ouais, je vais envoyer un lien pour le Slack dans quelques instants. Mais qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on travaille avec la vidéo de Panopto. Je vais me loguer. Hop. Quand tu travailles avec la vidéo de Panopto, quand tu es en train de regarder à un endroit particulier, si tu cliques sur le gros piton Share, hein, le piton Share, le symbole en plus petit que avec des points, là, tu peux mettre un lien avec la durée voulue. Donc, ça va te permettre de faire un lien directement avec l'endroit précis où c'est que tu veux poser une question. Fait qu'à partir de là, quand tu poses la question, on va avoir le lien du temps précis. Tu peux poser ta question, puis après ça, sur Mattermost, tu peux avoir des réponses dans un thread spécifique à cet élément-là. Donc, moi, je vais répondre à la question que tu poses en donnant toutes les informations possibles, des liens externes et ainsi de suite. Puis, si tu as besoin, tu peux commencer à jaser plus pour être capable de poser des questions subséquentes, puis garder ça dans un fil de discussion. Comme ça, c'est relié ensemble, mais en même temps, c'est disponible à tous. Donc, ça, c'est la partie sur le lien. Là, je vais trouver le lien vers le Slack de l'AGEI. Pas certain comment vous y avez accès directement. Si je fais ça. Hop, ici. Copier. Hop là. Fait que je vais mettre aussi dans le... Non, je n'ai pas copié correctement l'adresse. Il va aussi avoir le Slack de l'AGEI et votre association étudiante. Fait que c'est toujours intéressant là, parce que ça vous permet de travailler puis d'aller chercher de l'aide, non seulement de votre association étudiante, mais aussi d'avoir un lien vers beaucoup d'étudiants qui sont en milieu, fin de parcours ou même qui ont gradué. Fait que, il y a vraiment une très très grande communauté. Là. Ce Slack-là, il dure depuis un petit bout. Parfait. Fait que on a nos méthodes de communication qui sont tous disponibles. Merci Nader d'avoir mis le lien sur le Discord. Donc, en plus on a de liens ensemble, plus on est capable de mieux communiquer. Donc, on a fait le tour sur comment est-ce qu'on va interagir à l'intérieur du cours ensemble.
Donc, on va aller regarder ensuite le plan de cours qui va nous permettre de savoir comment est-ce que ça va fonctionner dans nos différentes périodes. Donc, INF 2171, plan de cours de l'été. En passant, je vais aussi mettre un lien général. Là, si vous cherchez d'avance les plans de cours, vous pouvez les retrouver sur le site généralisé des plans de cours d'info. Oups. Je peux l'envoyer à tout le monde. Et je vais aussi envoyer l'adresse de l'EGI à tout le monde. Donc, avec ça, on peut aller là-dedans. Puis, si vous avez d'autres cours, puis que vous cherchez les plans de cours, ils sont centralisés à cet emplacement-là. Puis, nous autres, on va aller voir le 2171. Bon, fait que, enseignant, Hugo Leblanc. Donc, ici, il y a mon adresse courriel. Je réponds moins vite que sur Mattermost. Fait que c'est à vous de décider à quel moyen de communication vous allez utiliser. Si vous êtes vraiment insatisfait, il y a le coordonnateur du cours qui est aussi mon directeur de recherche. Là, fait que il sait qui je suis là, il me connaît de nom. Donc, s'il y a des problèmes, j'imagine que vous pouvez communiquer avec lui. C'est lui qui a bâti le cours initial. Fait qu'on va regarder ensemble rapidement qu'est-ce qu'on va regarder durant la session. Évidemment, on ne sait pas, on ne peut pas savoir d'avance c'est quoi les choses. Fait que c'est normal qu'on passe vite par-dessus là-dessus. C'est à la fin de la session qu'on va revenir en arrière puis qu'on va s'assurer que tout est beau là-dedans. Donc, l'objectif principal, c'est de regarder le fonctionnement d'un ordinateur à partir du niveau assembleur puis du langage machine. Donc, c'est vraiment ça le cœur du cours. Puis, en troisième, on va avoir une partie à la fin qui va être sur les circuits logiques. Donc, ultimement, là, puis on va revenir là-dessus dans notre période exploratoire d'aujourd'hui, là, c'est un cours d'assembleur. L'assembleur qui est un langage de programmation de bas niveau, en fait, du plus bas niveau possible. C'est les instructions que le processeur, le CPU, vont être capables d'exécuter. Donc, pour qu'un processeur soit capable de l'exécuter, il y a certainement beaucoup de contraintes. Donc, de vivre dans le monde du langage machine, de vivre dans le monde de l'assembleur, c'est de vivre avec un paquet de contraintes. Donc, on va faire de la programmation. C'est un cours de programmation. C'est pas un cours théorique, là. On va écrire du code et écrire du code. Donc, on a nos sessions asynchrones, puis nos petites sessions de vendredi matin. Puis, on a aussi une séance de laboratoire les mercredis matins où vous allez pouvoir mettre en pratique les choses qu'on va voir dans la partie théorique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire par rapport à ça? Ça n'a pas été dit dans notre gentille vidéo. Donc, on va utiliser du langage d'assembleur. Le langage d'assembleur dépend du processeur que tu veux utiliser. On n'utilise pas des processeurs réels pour des raisons académiques. Donc, le principe, c'est qu'on ne veut pas vous écrouler sous de la complexité. Donc, on ne va pas utiliser des processeurs réels étant des processeurs x86 ou x86-64 qui sont dans nos laptops desktop ou des processeurs ARM qui sont dans nos différents cellulaires parce que les instructions d'assembleur peuvent devenir rapidement complexes pour des problèmes simples. Donc, on va se limiter à un processeur qui est virtuel. Donc, ça n'existe pas dans la vraie vie. Ça a été fait pour apprendre les principes d'assembleur dans un contexte académique pour essayer de ne pas avoir à se tirer une balle dans la tête avant la fin de la session. Donc, on va regarder plus en détail PEP8 au fur et à mesure de la session, puis on va aller regarder les différents concepts. Donc, encore une fois, on retourne au plus bas possible. Donc, on va parler d'addition, soustraction, multiplication, division, puis vous allez voir qu'entre addition, soustraction, puis multiplication, division, c'est un ordre de grandeur de difficulté différent. Donc, on est vraiment à ce genre de niveau-là.
Puis on va regarder comment utiliser les mêmes principes que vous avez appris dans votre cours de programmation 1, mais comment est-ce que c'est implémenté en assembleur. Donc on va parler de sous-programmes, de variables, de structures de données, d'instructions arithmétiques et logiques. Donc tout ça, c'est vu. Puis après ça, il va y avoir des nouvelles parties qui sont plus du monde du langage machine, qui sont les interruptions, puis les circuits logiques. Donc, vidéo asynchrone, on a la petite séance synchrone par Zoom les vendredis matins, mais la matière elle-même là, va être donnée avec les vidéos asynchrones, puis avec la lecture du manuel. Modalité d'évaluation. Donc, comment est-ce que ça va se passer? On a 2 examens, donc un examen intra, un examen final. Ici, les examens sont de manière asynchrone. Donc, on est très conscient qu'on est à distance, on est très conscient qu'on est tous dans des situations différentes. Puis, c'est important de garder ça en tête. Puis, dans ma tête, d'avoir des examens d'une durée chronométrée de 3 heures, c'est pas quelque chose qui est très viable, okay, dans une période fixe. Donc, on va avoir des examens qui vont être cette journée-là. Okay? Donc, habituellement, il va y avoir comme une espèce de plage à l'intérieur où c'est que vous allez pouvoir faire le travail. Donc, 2 examens, okay, plus individuels. Puis après ça, on va avoir 3 travaux pratiques. J'ai une question de Kim. Oui, donc j'ai-tu mis le 2 août, puis c'est un mercredi le 2 juin. Oh, je pense que je me suis trompé dans le 2 juin, ça serait supposé être le 4. Ça serait à la place de la période asynchrone. Donc ça ne sera pas durant les périodes de lab, ça va être durant les périodes du vendredi matin. C'est mon erreur. Bon spot. Est-ce que ça répond à ta question? Donc c'est supposé être durant les périodes asynchrones du vendredi. Parfait. Donc ensuite, il va y avoir 3 travaux pratiques, hein, donc des travaux de plus longue haleine qui vont vous faire écrire des programmes en assembleur. Donc 3 travaux pratiques. Donc premier travaux pratique qui porte sur les principes fondamentaux. Après ça, des sous-programmes des tableaux. Puis après ça, on parle de l'allocation dynamique, utilisation de pointeurs, récursivité, donc des éléments un petit peu plus complexes. Point important. Donc, les travaux pratiques vont être faits en équipe. Donc, ici, un point à mentionner, ça va être que le cours est à double seuil. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça veut dire qu'il faut que tu aies une moyenne cumulée aux examens qui est supérieure à 50%, puis une moyenne cumulée aux devoirs qui est supérieure à 50%. Ça veut dire que tu ne peux pas juste te dire que tu es assez intelligent puis juste faire les examens puis pas faire les travaux. Puis tu ne peux pas être pas assez intelligent puis juste rider sur le dos de ton équipe pour avoir des bonnes notes puis ne pas avoir des bonnes notes à l'examen. Il faut que tu aies un juste milieu, d'être correct aux examens puis correct dans les travaux pour être capable de passer le cours. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire par rapport à ça? Donc, on va utiliser le logiciel PEP8 qui est disponible à l'adresse suivante. Ici, si vous allez voir là, sur le site, il existe d'autres versions plus récentes que le PEP8, ultimement. Donc, je pense qu'ils sont rendus même à PEP10 dans les versions bêta. Là. Le principe ici, c'est que tout le cours a été monté avec PEP8. Donc, il y a beaucoup de matière qui est disponible. Puis, il n'y a pas personne qui a pris le temps de convertir ça parce que les exemples ne sont pas transférables directement aux versions ultérieures. Puis, les versions nouvelles n'ajoutent rien à la compréhension académique de la chose. Puis, puisque c'est juste un processeur qui est fait pour apprendre, d'utiliser PEP8 est amplement suffisant à l'intérieur du cours de la session. Sinon, bon, tout le matériel pédagogique est sur Google. On a un plan de qu'est-ce qu'on va voir à chaque semaine.
On a le manuel qui est disponible sur, encore une fois, Moodle. Si vous voulez aller voir, OK, le coordonnateur Jean Privat a aussi sa propre version des diapositives que vous pouvez aller regarder si cela vous enchante d'avoir une autre version, OK, qui a les mêmes informations. Donc, vous pouvez aller voir qu'est-ce qui se passe dessus. Faites attention, les travaux, ça ne sera pas les mêmes, là, ça va être des nouveaux travaux. Donc, juste, si vous allez sur son site, ce n'est pas des choses à jour par rapport aux travaux individuels. Donc, comme je l'ai dit, en ce moment, c'est enregistré, mais il y a seulement ma voix et la vidéo que vous voyez qui est enregistrée, donc faites-vous-en pas, mais ça va être disponible, mis sur le site de cours. Vous avez un monitorat de programme. OK, donc, en passant, puis c'est pas juste dans ce cours-ci, hein, donc dans tous les cours de base, puis en fait, c'est quelqu'un qui est là, puis qui est là pour vous aider. Donc, il est aussi disponible sur le Mattermost de l'UQAM. Donc, si vous allez dans le canal de monitorat, ça vous donne... On va aller sur la plateforme, puis il me semble qu'il y en a un cet été. Il me semble que j'avais vu des choses là-dessus. Je suis certain s'il y en a un cet été, mais en tout cas, si à l'automne ou à l'hiver prochain, vous allez avoir des périodes spécifiques où c'est qu'il va y avoir quelqu'un de dédié, puis il est juste là pour répondre à vos questions. Fait que si vous avez quelconque question dans quelconque de vos cours, vous pouvez vous pointer puis essayer d'avoir de l'aide additionnelle. OK, on est bon avec le monitorat de programme. On a les politiques d'absence. Ici, c'est purement asynchrone, fait qu'habituellement, c'est pas quelque chose qui devrait arriver. Quoi qu'il advienne, s'il y a un caractère exceptionnel, OK. Donc, j'ai eu quelqu'un qui était dans son cours asynchrone, puis son pays a décidé de déclarer une guerre civile. Donc, je n'ai pas eu de problème à lui donner du temps additionnel pour être capable de compléter un travaux ou un examen. Donc, c'est toujours possible. On a évidemment les infractions de nature académique. Donc, faire attention. Hein, donc, c'est un cours de programmation. Vous pouvez vous entraider. C'est jamais un problème. On ne veut pas vous dire parlez-vous pas. Mais il y a toujours la ligne très claire de tu n'as pas le droit de prendre le code de quelqu'un d'autre et l'utiliser à tes propres fins. Donc, si tu as un problème, tu peux demander à ton coéquipier de venir essayer de déboguer avec toi, mais si tu lui demandes de regarder son travail à lui, ou si tu lui demandes c'est quoi que tu as écrit pour cette affaire-là, c'est pas mal des choses qui amènent beaucoup de paperasse, okay, devant un comité. Il n'y a pas personne qui aime ça. Donc, on évite ça à tout prix. Puis, on n'oublie pas ici la politique numéro 16, s'il y a quelconque problématique de harcèlement à l'intérieur de l'école, on a un site spécifique où vous pouvez aller chercher de l'aide, aller déposer des plaintes, puis vous aider dans cette affaire-là. J'ai une autre question de Siraj, pardon. Ils vont être en équipe. Donc, vous allez pouvoir former les équipes à partir de la semaine prochaine quand vous allez commencer le premier travail pratique. Ça va être de 2 à 3 personnes. Excellent. Donc, j'imagine que ça répond à ta question. Parfait. Donc, dernièrement, étudiants en situation de handicap. Dans ce cours-ci, c'est moins... ça arrive moins parce que le principe, c'est que les examens vont être sur des plages très ouvertes, beaucoup plus que le 3 heures normal. Donc, d'avoir du temps additionnel, ça ne devrait pas rien changer quand ta plage est sur 24 heures. Mais s'il y a des éléments qui sont plus courts ou que vous avez besoin d'avoir du soutien, n'oubliez pas de contacter le SASH qui va pouvoir vous aider à trouver les modalités pour faire vos différents travaux à travers la session puis à travers votre parcours universitaire.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le plan de cours ou les modalités d'évaluation? Ou on est pas pire en business de ce côté-là? On semble bien correct. Oui. Oui, exact. Puis, comme je l'ai dit, ça va être sûrement sur une plage beaucoup plus ouverte que ça. Là. Habituellement, je donne une plage de 36 heures pour faire l'examen, mais ça va être centralisé sur le 4 juin. Alright. Ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Excellent. Donc, on a fini la partie administrative du cours. Ah oui, j'ai une autre question d'Olivier. Mm-hmm. Ben, c'est pas mal statique. Là. Le principe, c'est que l'examen va être fait de manière asynchrone. Fait que je sais pas pourquoi est-ce que tu voudrais changer la date plus tôt. Ah, ok, ok. Ben, considérant que l'examen va être fait pour tout le monde en même temps, c'est comme je pense que non, ça va devoir être le 20 août, malheureusement. Tes vacances. Tu pourras coder de wherever que tu vas être rendu, mais. Alright. Donc, on est bon avec tout ça. On est bon avec tout ça. Parfait. Donc, on va jaser un petit peu de pourquoi est-ce qu'on est ici. Donc, j'assume, hein, donc ici, j'assume que tout le monde a écouté la vidéo, hein, qu'on a retenu chacune de ces phrases directement. Mais, qu'est-ce qui est intéressant de regarder aujourd'hui? Ça va être de comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin, puis comment est-ce qu'on est arrivé à avoir besoin de l'assembleur, puis pourquoi est-ce que ça fonctionne de la manière que ça fonctionne. Fait qu'on va changer ici. On regarde ça. OK. Donc, j'écris allô. Est-ce qu'on voit mon allô? Vous êtes certain que tout est beau. J'ai des thumbs up. Excellent. Fait qu'on va regarder un peu comment est-ce que on est. Oui, ici, celle-là. Allô? Ah, j'ai même mis 3 L. On voit le allô? 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 il disparaît, là. C'est parce que c'est un marqueur. Donc, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on arrive à avoir besoin de l'assembleur. Puis, comment est-ce qu'on arrive à utiliser les différents éléments de l'architecture de base qui fondent l'assembleur. Fait que la première chose à savoir, c'est que dans un ordinateur, l'élément qui est le plus important, okay, c'est le transistor. Hein? Donc, le transistor, qui est un élément assez simple, okay? C'est comme une grosse switch électrique. Okay? Puis tu peux le voir comme une espèce de flip là, okay? Qui est à on ou à off. Okay? Donc, ici, en passant, moi, je suis un diplômé de l'ETS, j'ai un bac en génie électrique, là, donc je sais à quel point je suis en train de mettre les choses pas dans la réalité, là, mais nous, en tant que programmeurs, en tant qu'informaticiens, on est capable de diminuer ça à cette représentation-là. Donc, si vous avez fait d'électricité ou d'électronique, okay, sachez qu'il y a plus de choses derrière les transistors, puis il y a comme d'autres manières de les utiliser, mais en tant qu'informaticien, c'est une switch, okay, c'est à on ou c'est à off. Donc, soit qu'il y a une tension, il y a du courant qui passe, ou sinon, c'est ouvert, puis il n'y a pas rien qui se passe. Fait que le principe, c'est que ces deux états-là sont capables d'être représentés avec soit quelque chose qui est sous tension, ou soit quelque chose qui n'est pas sous tension. Fait que le principe, c'est que quand c'est à off, c'est
un 0 logique, puis quand c'est à on, c'est un 1 logique. Fait que le principe ici, c'est qu'on est capable de garder de l'information d'une manière binaire. Okay? Donc, il y a deux états possibles, soit on, soit off. Puis, c'est pas mal la seule chose qu'on utilise dans un ordinateur. Okay? Un transistor, puis bon, ok, encore une fois, je mets de manière très, très, très généralisée la chose, là, mais c'est l'outil fondamental sur lequel tout est bâti. À partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre beaucoup de transistors ensemble, puis je vais être capable de faire des choses intéressantes avec. Donc nous, sur quoi surtout on va s'attarder, ça va être de garder de l'information en mémoire. Donc si je veux garder de l'information en mémoire, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais prendre les transistors, puis là, encore une fois, je saute environ 4 années de baccalauréat d'étapes, là, OK? Mais le principe, c'est que si j'en ai plein, je vais être capable de sauvegarder plusieurs informations, OK, une à côté de l'autre. Hein? Donc, si je prends plusieurs transistors, je vais être capable de sauvegarder de l'information. Donc, l'information n'est pas directement sauvegardée dans un transistor. Il y a plusieurs transistors qui vont faire des portes logiques, qui vont être capables de vraiment sauvegarder de l'information à long terme. On voit ça à la fin de la session, mais pour l'instant, je veux juste qu'on comprenne que fondamentalement, on a un paquet de transistors, on a un paquet de 0 puis de 1, puis c'est ça qu'on est capable de traiter. Okay? On n'a pas le choix, on est obligé de garder toutes nos informations en tant que 0 puis 1. C'est fondamental. Fait qu'à partir de là, je veux être capable de faire des instructions. Hein? Donc, je veux être capable de trouver des sommes, de diviser, de faire des appels ultimement, mais je vais être capable de faire, mettons, des opérations arithmétiques de base. Fait que le principe, premièrement, ça va être qu'il va falloir que je regroupe des informations ensemble. Hein? Fait que le principe, c'est que je vais avoir un paquet de transistors, okay? Puis ça va me faire un paquet de boîtes. Okay? Fait que là, ici, je transforme cette représentation-là là, pour être capable d'avoir quelque chose de plus concret, de plus facile à visionner. Hein? Donc, puis à l'intérieur de ça, je vais pouvoir avoir comme ça. Je vais être capable d'avoir une représentation de 0 puis de 1. J'ai une question de Félix. Oui, oui, certainement. Fait que dans les transistors, on parle à des niveaux de milliards de transistors. Okay, dans les ordinateurs courants, là. Puis ça augmente avec le temps. Là. Donc c'est une des éléments qui nous permet de faire en sorte que les ordinateurs sont de plus en plus efficaces, pas nécessairement de plus en plus vite, parce que la vitesse d'un ordinateur, c'est quelque chose, encore une fois, qui est assez flou. Là. C'est pas comme une cadence ou nécessairement ça. Mais on parle de milliards de transistors. Là. OK? Puis, comment est-ce qu'on fait pour fitter ça? Hein? Donc, le principe, c'est de comprendre que c'est surtout la distance entre les transistors qui est difficile à gérer de manière chimique et physique. Puis si tu regardes comme des nouvelles dans les transistors puis dans les processeurs, ça va dire ce nouveau processeur-là utilise une nouvelle technologie qui permet d'être de la technologie 7 nanomètres. Ben, le 7 nanomètres, c'est la représentation de c'est quoi l'espace entre deux transistors, ce qui permet d'en paquer plus à l'intérieur de la même surface. Est-ce que ça répond à tes questions? Excellent. Donc, on est capable de sauvegarder des données en tant que 0 puis 1. Ça prend un paquet de transistors, mais c'est pas grave, on en a des milliards. Fait que le but, ça va être d'être capable de retravailler, puis de représenter, puis d'aller rechercher ces informations-là. Fait que ici, cette affaire-là, là, OK, on va en avoir
un paquet. Là. OK? On va en avoir des milliards. De 0 puis de 1. Là, la problématique, c'est qu'il va falloir être capable d'aller rechercher ces différentes informations-là. Puis, il va falloir être capable de ce qu'on appelle l'adresser. Hein, pour être capable de dire, je veux aller chercher celui-là. Ou je vais aller chercher celui-là. Ou je vais aller chercher celui-là. Fait que le principe d'adressage, c'est un autre principe fondamental de l'informatique de bas niveau, hein, qui va aller me permettre d'aller chercher de l'information derrière. Fait que le principe d'aller chercher de l'information, le concept qu'on utilise pour être capable de travailler avec ça, c'est de l'adressage. Hein. Donc, comment tu fais pour te retrouver puis aller chez vous? Tu as une adresse. Hein, c'est comme ça que ça marche. Tu as un numéro sur ta porte, puis en sachant le numéro que sur ta porte, il y a quelqu'un qui est capable de te retrouver. Fait que c'est le même principe dans un ordinateur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va être capable de dire, les différentes cases, OK, ça serait des numéros qui permettent d'être adressables. Là, la problématique, c'est que pour être capable de sauvegarder une adresse quelque part, hein, il va falloir avoir un espace mémoire qui existe pour sauvegarder l'adresse. OK? Puis ça, c'est un peu une problématique qui va revenir, là, puis quelque chose qui est difficile à catcher au début, là, c'est que tout existe en mémoire, puis les concepts qu'on utilise pour utiliser la mémoire utilisent d'autres cases mémoire. Fait que quelque part, si je veux aller parler, OK, à une adresse quelconque, mettons une adresse qui est l'adresse 0, je pourrais aller écrire ici 0. Mais si je voudrais aller à l'adresse 1, j'écrirais à l'adresse 1. Mais là, si je veux aller chercher l'adresse 2, moi j'ai juste 0 puis 1 là. On va voir au prochain cours comment est-ce qu'on est capable de compter en binaire, puis on va être capable de combiner, hein, de la même manière que je peux écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puis là je change d'unité, je vais être capable d'écrire 0, 1, puis là 1, 0, puis 1, 1, puis 1, 0, 0, puis ainsi de suite. Ça me permet de représenter les... c'est pas 0, on va quand même linker les choses correctement. Hein? J'ai encore pas mis la bonne... 1, 2, 3, 4. Donc, on va voir qu'on peut le transformer. En ce moment, on met ça, on est juste dans une introduction. Là, on voit très, très, très haut niveau. Là, on va voir ça en détail dans les prochaines semaines. Mais on va être capable de utiliser plusieurs informations, okay, plusieurs bits. Hein? Donc, chacun de ces éléments-là, c'est des bits. Fait qu'on a le 1, 0, OK, ici, on sait que ça vaut 2. Mais on voit que avoir un paquet d'adresses, ça nous demande d'avoir un autre paquet de mémoire pour sauvegarder ces différentes adresses-là. Fait que ce qu'on va faire, puisque c'est très improbable qu'on ait juste besoin de travailler avec juste un petit bit. Okay? Ce qu'on va faire, c'est que habituellement, on va consolider un paquet de bits ensemble pour devenir une seule adresse. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dire que ça, c'est l'adresse 0. Ça, c'est l'adresse 1. Puis ça, c'est l'adresse 2. OK? Donc, quand on jase de case mémoire, puis qu'on dit que ça a un certain nombre de bits dans la case mémoire, le but, c'est d'être capable d'avoir un nombre d'adresses qui est pas trop grand pour rien. Okay, pour être capable de l'utiliser d'une manière sensée. Donc ici, il y a beaucoup de choses dans l'assembleur qui est tiré de contraintes physiques, qui est tiré de contraintes technologiques. Okay, c'est pas des contraintes sur comme la logique de comment faire quelque chose. C'est des contraintes parce qu'on n'est pas capable de le faire autrement mieux. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien saisir, que des fois, il y a des décisions qui sont prises, puis il faut juste les prendre, OK, pour du cash, là, OK, at face value, parce que quelque part, il y a comme 50 ingénieurs électriques qui ont décidé que c'était la meilleure manière de faire. Pas nécessairement la plus logique ou la plus comme représentée visuellement. Fait que on a le principe d'adresse qui permet de représenter un paquet d'informations en même temps.
j'ai une question de Yacine. Oui. Mhm. Peux-tu répéter? Tu dis que la mémoire, c'est quoi? J'ai pas entendu. Mhm. Ouais. Ici, il y a une couple de questions d'enrouler dans ce que tu viens de demander, qui sont très intéressantes. La première chose, quand on est en assembleur, puis qu'on parle de mémoire, on va habituellement parler de la mémoire vive, la RAM de l'ordinateur. Quand tu vas parler de mémoire plus statique, comme un disque dur ou des choses comme ça, c'est d'autres fonctionnalités qui sont quelque part d'autre dans la hiérarchie de quand on utilise un ordinateur. Donc nous, on prend pour acquis que c'est comme déjà dans la mémoire vive, puis c'est là qu'on va exister. Donc nous autres, c'est vraiment purement des transistors qui existent. Le principe de la mémoire sur un disque dur avec des plateaux mécaniques, où c'est que c'est des plateaux qui sont magnétisés, qui sont les 0 puis des 1, ben le principe, c'est que physiquement parlant, sur le disque mécanique, il y a vraiment un emplacement qui est réservé, puis qui est coupé à chacun, puis là, tu as une aiguille qui va aller lire cet emplacement-là pour voir est-ce que c'est magnétisé ou pas. Puis le principe, c'est que quand lui, il va lire ça, il va aller lire un paquet en même temps pour que ce soit un bloc d'informations. Mais ici, faire attention, nous autres, on va jamais parler de mémoire statique, là, où c'est que quand tu fermes l'ordi, nous autres, on va juste toujours travailler dans un espace mémoire qui s'apparente à de la mémoire vive, qui est toujours dynamique et versatile. Est-ce que ça répond à ta question ou il y a d'autres sous-questions? Exact, exact. Effectivement, ça, c'est des bascules D qui sont un paquet de transistors, là, puis qui sont adressables, là, mais oui. Et voilà, et voilà. Fait que j'ai une autre question de Lucas. Oui. Mhm. Euh, euh, c'est la fréquence de l'horloge, qui va être capable de passer plusieurs instructions. Donc, on n'est pas encore rendu à comment est-ce qu'on traite les instructions. On est vraiment juste à de la représentation mémoire. On n'est pas encore à rien qui a de la vitesse là-dedans. Fait que, ben, ils ont un lien, parce que quelque part, la vitesse à laquelle ils sont capables de être à on ou à off, puis le délai de propagation à travers le transistor limite justement la cadence du design, mais c'est pas directement lié, là. C'est pas à ce niveau-là que la fréquence de l'horloge travaille. Quand on va revenir à ça, je vais le mentionner. Excellent. Alright. Donc, on est capable, à ce point-ci, de sauvegarder des informations à l'intérieur d'un ordinateur. On est capable d'adresser ces informations-là. Puis, une adresse va contenir un paquet de bits, mais que nous, on va faire valoir comme étant juste une valeur. Donc, tu sais, dans les diapos, on démontrait on démontrait comme une série d'instructions à la fin, là, puis ça marquait 193, 0, 10. Ben, le principe, c'est que c'est ça qui était sauvegardé dans une cellule de la mémoire. OK? Donc, on a des blocs adressables de mémoire. OK?
un paquet de blocs adressables dans lequel je peux mettre, OK, des valeurs. Donc, encore une fois, une des difficultés de ce cours-là, c'est d'être capable d'avoir la vision de tout ce que c'est impliqué là-dedans. Là. Okay? Donc, tu sais, je viens d'écrire un espace mémoire avec 5 cases mémoire. Dans chacune des cases mémoire, on a une information que moi, je sais derrière que cette information-là est sauvegardée avec des bits, puis chacun des bits est sauvegardé derrière avec des transistors. C'est comme ça qu'on travaille. Fait qu'on est capable de sauvegarder de l'information. Cool. La problématique, ensuite, ça va être d'être capable de dire à un ordinateur « Je veux que tu fasses quelque chose », mais que la seule manière d'y dire de faire des choses, ça va être en utilisant les cases mémoire. Fait que comment est-ce qu'on va faire ça? Ben, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se donner une liste de toutes les choses que je veux être capable de faire. OK? Fait que je vais être capable d'additionner. Je veux être capable de soustraire. Je veux être capable de multiplier. Je veux être capable de diviser. OK? Donc, c'est le genre de choses que je vais devoir être capable de représenter. En passant, nous autres, on ne sera pas capable de multiplier et diviser dans PEP8. C'est trop complexe. Oui, j'ai Asen. Su Asen. Bonjour. Mm-hmm. Mm-hmm. Ben, moi, j'ai fait cette représentation-là juste pour qu'on comprenne le principe. Derrière, pour avoir une cellule mémoire qui sauvegarde de l'information, qui est avec une horloge, ça prend beaucoup plus de transistors que juste un, là. OK? Mais... ben, c'est ça, là. C'est que tu peux pas juste utiliser un transistor puis avoir juste un bit d'information. Ça va en prendre plusieurs centaines pour avoir un bit d'information sauvegardé correctement. OK? Parce que, encore une fois, j'ai simplifié 300 étapes primordiales qui nous amènent à être capable de sauvegarder de manière longue une information puis qu'on peut aller la rechercher. Ça prend beaucoup plus de transistors autour. Là. Ça prend un circuit complet qui est capable de faire ça. Et ici, c'était vraiment juste pour comprendre le principe que c'est une switch électrique puis que ultimement, c'est comme genre 0 ou 1, mais ça prend beaucoup plus que ça juste pour sauvegarder un bit dans un ordinateur. Mais bonne question, là, c'est le genre de choses qui est bon à gérer maintenant. Fait que on a une série d'instructions, que je sais, moi, qu'est-ce que je veux faire avec. Fait qu'est-ce que je vais faire quand j'ai cette liste d'instructions-là? Ben, puisque je peux juste travailler de manière numérique, je peux pas dire add 2 et 5 ensemble. OK? Ça marche pas. Je suis pas capable d'écrire add. Dans l'ordinateur, je suis juste capable d'écrire des chiffres. Qu'est-ce que je peux faire pour être capable d'avoir ces différentes actions-là qui vont être disponibles de manière numérique? Ben, ça va être de prendre chacune des actions puis de les numéroter. Donc, j'ai juste à dire, ben, si je veux faire add, j'ai juste à faire 1. Si je veux faire sub, j'ai juste à faire 2. Si je veux faire mult, j'ai juste à faire 3. Si je veux faire diviser, j'ai juste à faire 4. Fait que le principe du langage machine, donc qu'est-ce qui est sauvegardé dans l'ordinateur, qui permet à l'ordinateur de faire des choses, c'est de prendre chacune des instructions que je voudrais faire normalement, puis les numéroter pour être capable d'avoir accès à ça dans la mémoire. Fait que le principe, c'est, si, admettons, j'écris ça ici, je pourrais écrire quelque chose de même, où j'écris 1, puis après ça, j'écris 2, 5.
OK, fait que là, je suis en train de faire un nouveau processeur avec une architecture qui n'est pas nécessairement ce qu'on va utiliser, là, mais c'est juste pour comprendre le principe. Fait que notre processeur, ce qu'il pourrait aller faire, c'est dire, ben, quand moi je commence, quand on met à on, je m'en vais voir, OK, le premier de la gang. Puis là, il va aller regarder, puis il va aller dire, ça, je considère ça comme étant l'instruction à faire. Fait que là, il va dire, parfait, il faut que je fasse une addition. Puis, avec ça, il va être capable de comme prendre ça comme tout étant un bloc d'instructions, là, puis dire, j'ai besoin d'additionner 2 et 5. Fait que j'ai réussi à faire quelque chose, mais quand moi j'ai voulu représenter ça, j'ai juste utilisé des éléments numériques. OK, donc c'est vraiment ça qui est la partie importante à comprendre au début, là. C'est qu'on veut faire des choses comme si on était en train de programmer là, en Java, là, mais on n'est pas capable de faire ça. Parce que le processeur, il est juste capable de faire des choses beaucoup plus simples parce que le nombre d'instructions va être limité, hein, parce qu'on veut avoir juste un certain nombre de bits dans chacune des cases mémoire, donc ça limite le nombre d'instructions. Puis on n'est pas capable de faire plusieurs choses en même temps parce que le processeur va être capable de vraiment faire juste une affaire à la fois. Donc, une autre chose qui est importante de comprendre, c'est que quand, en programmation 1, vous avez vu du Java, vous avez peut-être vu d'autres langages de programmation, le principe, c'est que c'était délimité par instruction. OK? Mais dans une instruction, il y avait plusieurs sous-instructions. Il y avait une assignation, il y avait une addition, il y avait une multiplication, il y avait un appel de fonction, il y avait je regarde c'est quoi qui est dans la variable. Donc, toutes ces sous-instructions-là, en assembleur, c'est pas des sous-instructions. C'est des instructions. Donc, d'être capable de faire juste une assignation avec une addition de 2 variables, c'est 8 à 10 instructions en assembleur. Puis, quand moi je l'écris comme ça, dans l'ordinateur, on va avoir le langage machine qui va le représenter comme ça. J'ai une autre question de Félix. Exact. Donc, dans l'architecture du processeur, puis c'est ça que le langage d'assembleur dicte. Donc, dépendamment du processeur, chaque processeur va avoir son propre langage d'assembleur, son propre langage machine qui vient avec, qui va dicter, ben, tel numéro, c'est telle instruction, tel numéro, c'est telle instruction, tel numéro, c'est telle instruction. Fait que là, on va aller regarder en PEP8 comment est-ce que on peut voir ça. Donc, on n'ira pas regarder dans la minutie des instructions. C'est ça qu'on fait durant le restant de la session, là. Fait qu'on va pas regarder ça tout de suite. Ici, on revient. On revient. Donc, on va aller regarder ça ici. Est-ce que c'est assez grand comme taille de choses, comme taille de texte? Parce que je sais pas si je peux la changer, celle-là. Non, tu me donnes rien, là. T'es-tu sur l'écran? Si je fais ça de même, est-ce que si je clique là-dessus, qu'est-ce qui devient plus gros? Rien pantoute. Ah non, attends, faut que je clique sur OK. Ça. Hey, OK, c'est pas super ça. Ça va bien. OK. Fait que là, ici, on a... j'ai une autre question de Yacine. Exactement. Donc, chaque famille de processeurs a sa propre liste d'assembleurs. OK? Donc, ben ici, c'est ça. C'est pour ça que je me suis repris et j'ai dit famille. Donc, quand tu as des processeurs, admettons, x86, okay, donc des processeurs 32 bits des années 2000 jusqu'à 2010,
tout ce qui roulait genre Windows avait le même langage assembleur. Puis en fait, la famille, assembly, si on s'en va les voir, OK, il y a toutes les instructions, OK, qui viennent avec, puis c'est pour toute la famille des x86, OK? Fait qu'autant Intel que AMD, que il y en avait d'autres dans le temps, là, des x86. Mais le principe, c'est qu'on a toutes ces instructions-là, OK? 0, OK? Puis pour chacun, on peut voir ici le code de cette instruction-là. Hein? Mm-hmm. Ouais. Ben, là, ici, puis on va faire attention parce que là, on tombe dans comme la théorie, ben, pas la théorie des différents langages puis les différents paradigmes de qu'est-ce que les langages de programmation font. Fait que, mettons que tu me demandes en C, OK? Parce que c'est le plus cool, parce que c'est le plus direct. En C, quand tu utilises le compilateur, hein, donc quand tu utilises, mettons, GCC, tu prends ton code C, puis ça te donne directement un exécutable. L'exécutable, ça va être le code machine avec ces différentes valeurs-là que l'ordinateur va être capable de lire directement. OK? Exactement. Exactement. Ben, puis là, ici, il va falloir faire une distinction entre l'assembleur et le code machine. OK? Donc, l'assembleur, c'est quelque chose que nous, on peut lire encore. Puis le code machine, ça c'est ce qui va être sauvegardé puis qui va être exécuté par l'ordinateur directement. Ben, le code machine, c'est ça qui utilise, tu sais, comme ici on a vu que c'était, mettons, 0x9c, là, tu sais, là. Ça, ici, c'est une représentation hexadécimale, on va voir ça, c'est comme une autre manière de compter, mais prends ça comme genre 19. Le principe, c'est que ça va être ça qui va être sur l'ordi. Mais nous, 49, je veux pas le voir comme étant 49. Et si tu me montres, OK, mon code c'est 1, 2, 5, je suis pas capable de savoir qu'est-ce que je fais là. Moi, je vais être capable de le voir de cette manière-là. Donc, ça, c'est l'assembleur. Puis ça, c'est le code machine. Exact. Ben, le code machine va être le même pour tous de la même famille. Hein? Parce que là, j'ai utilisé le add qui était le 1 dans ma famille à moi que je viens d'inventer. Là. Je peux pas écrire ça puis rouler ça sur un ordinateur Intel x86. Il sait pas que 1 c'est add. Exactement. Exactement. Ouais, ben là ici, quand tu parles de langage de plus haut niveau, il y a un autre level d'interprétation entre les deux. Le principe, c'est que quand tu travailles en Java, tu ne crées pas d'exécutable. OK? En Java, tu crées un fichier de Java bytecode qui est comme son propre assembleur qui va rouler sur un interpréteur qui est la machine virtuelle de Java. Puis lui a été compilé pour être capable d'avoir du code machine qui roule, puis qui lit les instructions, puis qui est capable de les exécuter. Mais il y a tout un niveau de traduction là, qui se passe entre les deux. C'est le même principe quand tu utilises, mettons, des langages interprétés, comme, mettons, Python, et ainsi de suite, où c'est que tu as un logiciel intermédiaire, un interpréteur qu'il faut que tu installes pour être capable d'exécuter ce programme-là. Exact. Ben, c'est une question extrêmement pertinente de savoir comme c'est à quel niveau qu'on est en train de travailler. Merci. Donc on revient, on est en train de regarder justement comment est-ce que nous, on va être capable de travailler, puis de bien comprendre comment est-ce qu'on arrive à chacune des étapes. Donc, j'ai ici des instructions, OK, en assembleur.
Fait que on pourrait avoir ici des ads ou des choses comme ça. Le principe, attends, on peut peut-être aller en chercher un qui est peut-être plus intéressant. L'AD veut apparaître. Non, l'AD ne veut pas apparaître. OK, on va regarder celle-là d'abord. Donc, le principe, c'est que on a une instruction, puis après ça, on a la configuration de cette instruction-là. OK, donc, c'est ça le principe. On est capable d'avoir plusieurs instructions avec comme plusieurs paramètres ou plusieurs configurations de ces instructions-là. J'ai une autre question de Maxence. Qu'est-ce que je suis en train d'écrire là? Ah oui, ça c'est le simulateur de PEP8. C'est quelque chose que vous allez installer cette semaine au laboratoire. OK, donc on est en train de regarder, puis là, on est en train de regarder du code assembleur de notre processeur fictif, OK, qui est seulement utilisable dans notre milieu académique, puis à l'intérieur de ce logiciel-là. On a ici Hassan. Exactement. Donc, nous autres, notre partie importante, c'est vraiment cette liste d'instructions-là. Même cette partie-là ici, là, c'est quelque chose qu'on va voir un petit peu plus tard. C'est pas quelque chose qui est important pour nous, pour notre compréhension d'aujourd'hui. Donc, ce que nous, on veut savoir, c'est comment est-ce que ça va être représenté dans la mémoire. Donc, comment est-ce qu'on va regarder ça? Ben, on va aller regarder. Ici, j'ai l'aide-mémoire de PEP8, là. Puis l'aide-mémoire de PEP8 va nous permettre de regarder c'est quoi les différentes instructions, puis c'est quoi le code derrière cette instruction-là. Hein? Parce que quand on veut faire de l'assembleur, on a juste des cases mémoire, puis l'ordinateur, il faut qu'il soit capable de gérer ces cases mémoire-là, puis on va numéroter chacune des instructions. Fait que je veux faire l'instruction char E, okay, qui est pour char input. Fait que ici, si je regarde, j'ai ça ici. Fait que j'ai 01001 AAA. Donc le AAA, c'est une variable. Okay? C'est moi qui décide c'est quoi qui va être à cet emplacement-là. On va voir pourquoi c'est utile plus tard, là, mais le principe, c'est j'ai 01001 AAA. Si moi je regarde là, OK, puis je regarde ici, je vais regarder ça ici, puis je vais le mettre ici. Si je regarde mon premier bit ici, là, okay, le 49, c'est en hexadécimal. Là. Si je regarde à quoi ça ressemble, ici, ça c'est un convertisseur. Okay? Fait que je peux le mettre dans une forme là, qui est l'hexadécimal, puis je peux le mettre dans une forme décimale, je peux le mettre dans une forme binaire. Fait que si je regarde, j'ai ma première information, ma première case mémoire, okay, elle a 01001001001. Si je regarde dans mon listing de PEP8, hein, je voulais faire un char E, il fallait que ça commence avec 01001. 01001. Puis après ça, ici, le AAA, en ce moment, il met 1. Ici, ce AAA-là, c'est encore une fois, j'ai différents modes d'adressage. OK, j'ai différents modes d'adressage. On verra ça plus tard. Hein. Le principe, c'est de juste codifier chacune des options. Fait que là, en ce moment, si je regarde, les trois derniers, c'est 001. Fait que si je me demande 001, là, c'est quoi le mode d'adressage qui est 001? Ben, si je regarde dans mes AAA, le 001, c'est le mode direct. Puis, comment est-ce qu'il a fait pour décider ça? Ben, ici, quand j'ai écrit mon assembleur, le D, ici, était OK, c'est direct. Admettons que je change ça. Je mets I à la place. Ici, es-tu capable d'avoir I, lui? Ouais, il n'est pas capable d'avoir I parce que... fatigant. On va le garder pour D en ce moment. Mais le principe est quand même là, on va le revoir plus tard, que cet élément-là était possible.
Donc, ensuite, l'autre information qu'on a besoin, c'était comme, c'est quoi la valeur que je veux traiter avec cette commande-là. Encore une fois, la commande elle-même n'est pas importante, là. On veut juste voir comment est-ce que c'est traduit à l'intérieur. Fait que, on avait notre commande 49, qui était le char i avec le D. Puis après ça, j'ai besoin de dire que c'est 00D comme information. Si je peux voir ici, j'ai le 00D qui est ici. Fait que je peux voir que le processeur PEP8, puis ça c'est quelque chose qu'on va revenir, là, chaque instruction, okay, va avoir habituellement 3 plages mémoire. On est capable de dire, voici une instruction, voici comme toutes les configurations qui sont possibles. Puis à partir de là, je peux aller... Fait que si je veux savoir c'est quoi la prochaine, on va essayer de décoder celle-là. Fait que j'ai 49. 49, on vient de savoir que c'est char i avec un D. Puis la deuxième information, c'est 000E. Ben, si je remonte ici, je peux effectivement voir que c'est char i avec un D, puis c'est 0x00E. Fait que ça ici, c'est en gros le code qui est directement... Ben, c'est une spécification, hein? Donc ici, c'est la spécification des différentes instructions. Fait que lui est capable de transformer ça. Fait que là, après ça, quand il va s'exécuter cette affaire-là, là, il va s'exécuter à l'intérieur de la mémoire. Donc ici, je peux voir, là, je l'ai comme d'une méthode un petit peu directe, là, où c'est que je l'ai juste en byte. Puis, en fait, le assembly listing en bas, c'est le mélange des deux. Fait que je peux voir ici le char i, c'est à l'adresse 0. Hein, parce que chaque élément a un numéro d'adresse. Fait que ça, c'est l'adresse 0. Ça, c'est l'adresse 1. Ça, c'est l'adresse 2. Puis, c'est les mêmes informations que j'avais ici. Le char i est là. J'ai ensuite à l'adresse 3, le 49. Hein, donc, je commençais, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Puis j'ai cette représentation-là ici. Fait que le assembly listing mélange le code machine puis le code d'assembleur pour avoir comme une représentation des deux qu'on peut facilement regarder. On peut voir ici certains éléments intéressants. Il y a une des instructions qui a juste pris un byte, un octet. Un octet, c'est 8 bits. Donc, on va voir que quand il y a 2 chiffres hexadécimales, c'est cette représentation-là avec 2 lettres hexadécimales qui représentent 8 bits. Encore une fois, c'est des choses qu'on va voir la semaine prochaine. Là. Faut pas trop s'attarder là-dessus. Mais qu'est-ce qui est finalement intéressant, c'est que toute cette partie-là, quand je vais rouler le programme, il va aller apparaître ici dans la mémoire directement. Puis, la mémoire, c'est là qu'on va aller travailler aussi. Donc, on va être capable de, durant notre programme, modifier des cases mémoire pour aller chercher de l'information, pour aller en lire. OK, si on veut stocker des variables, ça va être là. Si on va faire des appels, ça va se faire partie de la mémoire. Donc, la mémoire ici de notre processeur virtuel. Hein? PEP8, ça roule juste dans une application, un simulateur. OK, on peut voir ici qu'on se rend jusqu'à FFFF, qui est comme le dernier. Puis, à l'intérieur, on peut comme mettre ce qu'on veut. Puis modifier les choses à l'intérieur. En plus de ces cases mémoire-là, on va voir qu'on a des cases mémoire qui sont spéciales, qui ne sont pas numérotées, mais qui vont être nommées. Okay? Donc, dans les différents processeurs, c'est ce qu'on appelle les registres. Donc, à place d'avoir des cases mémoire qui sont numérotées, qu'il faut comme les adresser, on va avoir comme des cases mémoire plus spéciales, habituellement, qui vont être plus performantes, puis qui vont faire des actions plus proches du processeur. Fait que quand on va vouloir sauvegarder quelque chose, quand on va vouloir additionner, ça va se passer à l'intérieur des différents registres. Okay? Donc, chaque processeur, okay, chaque architecture a sa propre série de registres. Nous autres, ici, on a un accumulateur, un registre d'index, un stack pointer, un programme counter. Puis, enfin, les 3 autres ici, c'est juste qu'est-ce qui se passe couramment. Fait que c'est ça que je voulais regarder avec vous aujourd'hui, juste le principe de pourquoi est-ce qu'on a besoin que ça soit si difficile. Hein?
Donc, pour comprendre que dans un ordinateur, c'est juste des 0 et des 1, d'être capable de comprendre que c'est pour ça qu'il faut faire des représentations mémoire qui utilisent juste des valeurs numériques, puis que quand on veut faire des choses, il faut que tout ait une représentation numérique, puis que faut tout soit des petites instructions que l'ordinateur va ultimement être capable de faire. Fait que c'est avec ça que je voulais terminer aujourd'hui. Est-ce qu'on a des questions avant qu'on se laisse, puis que je mette en ligne la deuxième série de vidéos que vous allez devoir regarder avant la semaine prochaine? Fait que on va y aller avec Kim. Oui. Oui. Donc, Donc ici, attends, je vais juste aller chercher ici, juste être certain. Je sais de quoi il parle, mais on va aller chercher la nomenclature elle-même, être certain qu'on ne t'induit pas en erreur. Ici, plap, 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 plap. Celle-là. Je ne peux pas le télécharger à chaque fois. Donc, tu disais dans le chapitre 2, à la page 8. 8. Non, chapitre 2, il n'y a pas de page 8, ou c'est la page 8 du document? Hop là, ici, quand on parle de bit le plus significatif. C'est bien ça? Excellent. Parfait. Fait qu'on va retourner ici. Fait que ça réutilise qu'est-ce qu'on a dit tantôt, hein, où c'est qu'on a des octets. Hein? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on a dit qu'on avait 2 octets qui étaient en mémoire. Est-ce que ça, jusque-là, ça va bien? Excellent. Fait que le principe ici, c'est d'être capable de dire, OK, quand je compte, OK, puis que j'ai, mettons, ces valeurs-là, 12, 37, 2, 5, dans ces nombres-là, c'est quoi la valeur qui est la plus significative, qui a le plus d'importance dans la grosseur du nombre? C'est pas une grosse question piège, là, hein? On peut comprendre que c'est cette partie-là qui est la valeur la plus significative du nombre. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Excellent. Fait que le principe, c'est que cette même pensée-là est appliquée dans notre processeur PEP8. Fait qu'on a ici les différents comme numéros de chacun des bits. Puis ce qu'on dit, c'est que quand on regarde ça, celui-là ici est le plus significatif. Puis c'est comme celui-là qui vaut le plus dans la gang. C'est juste ça qu'on veut dire. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de spécifier ça? C'est parce que c'est pas de même dans tous les ordis. OK? Particulièrement parce que si on veut lire, habituellement, on va lire dans cette direction-là. Fait qu'on pourrait peut-être vouloir que le bit le moins significatif soit au début. OK? Donc, c'est un choix de conception de dire que on le regarde de même. Le plus fort, le plus significatif, celui qui vaut le plus, il est à gauche. Est-ce que ça répond à ta question? Excellent. Donc, autre question de Ada. Asynchrone. Ben, le principe ici, c'est que la matière fondamentale va être donnée dans les capsules. OK? Des exercices additionnels, des explorations, OK, comme les nouveautés vont être dans la partie du vendredi, mais ultimement, tu devrais, si tu es vraiment mal pris, être capable de juste lire le livre, voir les vidéos, puis il n'y aura pas rien que tu vas manquer ultimement.
j'aime ça avoir des capsules qui vont rajouter, qui vont permettre de comme explorer, mais pas qui soit de la matière qui est essentielle. Le but, c'est que la matière essentielle est déjà dans les vidéos. T'sais. Est-ce que ça répond à ta question ou il y a d'autres sous-questions qui ça? Merci. J'ai Abdelkader. Quel bonjour. Oui. Attends, on est au mi. Ouais, mais lui, il dit c'est pas juin, ça devrait être juillet. Attends, 1, 2, 3. Oui, il a aussi raison, hein. Parce que 4 juin, c'est dans 2 semaines. C'est un peu trop proche. T'as bien raison. Je vais faire des modifications puis changer le plan de cours. Bien attrapé. J'ai fait le mauvais lien? J'ai-tu fait le mauvais lien? Ça se peut? Attends, non? C'était. Ah oui, 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 ça c'est. Ça c'est normal, là. J'ai pas accès à ces diapos-là, fait que c'est. Ça c'est cool. Excellent. Ouais, ouais, non, je vais pas juste mettre le. C'est ça, là. Ah, c'est ça, c'est que j'ai voulu 2 juillet, mais j'ai marqué juin. On vient de comprendre. Ah, on vient de tout comprendre. Ok, fait que je vais modifier ça, puis on devrait être correct. Merci Abdelkader. On a ensuite Kevin. Oui, oui. C'est quand quoi? Cet après-midi. Ben, comme directement après. Donc, vous avez eu au début de la semaine celui pour comme cette semaine, pour le premier cours. Puis, dès cet après-midi, vous allez avoir accès à celui de la semaine 2. Puis aussi le lien vers notre discussion d'aujourd'hui. Super. Donc, ici pour terminer, je vais mentionner que c'est la première fois que je donne un cours complètement asynchrone. Fait que j'essaie des choses, mais je ne suis pas garant de l'efficacité complète de la manière de faire. Donc, si vous avez des suggestions, s'il y a des choses que vous voudriez de plus faire durant les périodes, d'autres éléments que vous voudriez à l'intérieur du cours, n'hésitez pas à m'envoyer ça. Je suis très ouvert pour donner le meilleur cours possible qu'on pourrait avoir. Patrick. Ça serait dans le cours. Donc le principe ici, c'est que, mettons, la période d'asynchrone va être juste comme avoir un exercice qui est fait. Puis là, mettons, moi j'en ferai un autre où c'est que vous pouvez poser des questions durant. Puis après ça, durant la période de laboratoire, là, vous pourriez en faire par vous-même qui serait donné d'avance. Excellent. OK. J'ai une autre question de Adam. Mhm. Ouais, mais ça, c'est pas un problème. Tu devrais pas avoir à créer de compte. C'est ton code MS là, directement là, que tu devrais utiliser. Mhm. Ici. Si vous avez d'autres problèmes, au pire, si vous essayez une couple de choses ou s'il y a du monde qui réussisse, euh, faites-moi parvenir ces informations-là. Je vais pouvoir l'envoyer en courriel avec tout le monde, mais ça devrait être ton code MS là, directement
que tu peux rentrer parce que tu as comme une interface qui te demande de comme te connecter à le GitLab, là, c'est la manière de comme gérer l'authentification. Là. Ça devrait être juste ton code MS directement. Dis-moi si ça marche ou pas. On va pouvoir vérifier ça. Parfait. Donc, j'ai après ça Vincent. Ouais. Tu te sélectes ton nom avec courrier. Ouais. Ah! Merci beaucoup, Vincent, de cette information. Moi, je suis blessed, hashtag blessed, avec juste mon nom à ucam.ca, fait que je savais pas. Je ne savais pas toutes les modalités des noms de compte étudiants. Et merci. Je pense que, fait que c'est ça. Fait que le principe, c'est nom de famille, point nom, à courrier ucam.ca devrait être le gagnant. Puis on devrait être pas pire avec ça. Super! Donc, ça serait tout pour notre période d'aujourd'hui. Donc, le principe, hein, c'est que je vais essayer d'être le plus disponible à l'extérieur de la période de cours. Donc, c'est très probable que nos vendredis matins, ça dure genre juste 1 heure et demie, gros max avec les capsules de cours qui, eux, durent de 1 heure à 2 heures et quelques, dépendamment. Puis ça fait comme la période de comme 3 heures, mais je reste disponible pour toutes les questions. N'oubliez pas, le Mattermost est là pour que vous puissiez poser des questions de manière publique. Puis moi, je reste aussi disponible avec les messages privés sur Mattermost ou par courriel, ou je suis aussi sur le Slack de la GI, je suis aussi sur le Discord des premières années, ok? Donc ça devrait être assez facile de me rejoindre. Fait que, bienvenue. Oh, dernière question. On y va. Nader. Ah ben c'est le meilleur. Oui. Oui. Ça va être soit les semaines ou, mettons, genre, s'il y a un travail pratique, ça va aussi prendre une thématique dans la liste. Ben, c'est un cours. Des fois, un cours va couvrir 2 chapitres, mettons, du manuel. T'sais. Fait que, on va faire attention à la nomenclature. Certain de ne pas induire personne en erreur. Mm-hmm. Oui. Au niveau que nous, on travaille, il y a juste un bus à l'interne du processeur, mais à l'intérieur de l'ordinateur lui-même, il y a effectivement plusieurs différents bus de transfert d'informations. Celui-là que tu peux connaître le plus, en fait, c'est le PCI Express, okay, dans l'affaire où c'est que toutes les cartes de ton ordinateur se branchent. Le PCI Express, c'est un bus de communication. Okay, donc, il existe d'autres types de bus, mais dans la chose que nous, on t'a montré, c'est un bus qui est à l'interne du processeur, qui se connecte, comme on disait que ça se connectait à des périphériques, puis ça se connectait à des entrées-sorties, ben ceux-là peuvent être connectés à d'autres bus, qui, des fois, peuvent être même connectés à d'autres bus eux autres mêmes. Donc, ici, on est vraiment au plus basic de comme autour du microprocesseur, pas rien vraiment autour, là. Ouais. Mhm. Euh, non, justement, la mémoire elle-même va être segmentée par rapport à son propre sa propre spécification. Puis il va y avoir un bus d'adressage qui existe entre le processeur et la RAM. Puis ça, nous autres, on en fait abstraction complètement dans le cours, là. Okay? Donc, derrière, il y a d'autres choses qui se passent pour être capable de sortir du processeur, d'être capable de communiquer avec la RAM, puis de rapatrier l'information. Nous autres, on fait semblant que c'est sur comme la même
chose. Okay? Puis le même principe, quand on travaille avec les processeurs vont avoir différents niveaux de mémoire interne qu'on appelle la cache, okay? En plus des registres qui ont différents niveaux avec différentes configurations, puis il y a beaucoup de niveaux additionnels là, pour arriver à un ordinateur complet, mettons. Donc, pour répondre à ta question fondamentale, la RAM que tu installes dans ton ordi en ce moment, elle a sa propre spécification. Donc, ça ne dérange pas comment l'ordinateur, le processeur est fait parce qu'il y a une interface entre les deux qui existe. Ça veut dire que la DDR4 que tu installes dans ton ordi aujourd'hui peut marcher avec un processeur 64 bits comme un processeur 32 bits parce qu'il y a une interface entre les deux qui permet de faire la traduction. Exactement. Ensuite, on a une autre question de Kim. T'as extrêmement raison. Ici, je suis pas prête, j'ai pas le document du tout de prête, fait qu'on va juste signer la semaine prochaine. Mais ici, donc, et je vais pouvoir ici changer 2 juin à 2 juillet là, pour que ça soit bien représenté. Là. Mais juste si on commence à en parler là, pour que ça soit rapido presto la semaine prochaine, on a nos 2 examens de 25% chacun. Puis on a les 3 travaux pratiques qui vont être en équipe. Y a-t-il des discussions à avoir sur ces éléments-là? Je pourrais quitter ma chaise si vous voulez jaser de ça. Juste, admettons, avant de prendre la question, à thumbs up ou à crochet vert, là, est-ce que le monde sont... Ça, c'est des mains levées, là, c'est pas des thumbs up, des crochets verts. Là. Je sens que... On est 30, là, fait que si on en a au moins une bonne dizaine, là, en tout et partout pour savoir que... Et voilà, on a plus que la moitié qui sont partants. Fait que on va pouvoir... je vais pouvoir avoir les documents de préparer la semaine prochaine pour être capable de gérer ça. Super, je vais cleaner tout. S'il y avait d'autres mondes qui avaient d'autres questions, vous pouvez relever la main. Ok. Donc, on a Maxence. Deux à 3 personnes. On a Yacine. Oui. Non, il y a une full erreur. Ça va être le 2 juillet. J'ai manqué le mois. Excellent. Donc, j'ai Kevin. Tu veux dire pour les cotes finales ou... Ouais. Mm-hmm. Donc, les seuils pour les différentes cotes, c'est comme quand tu as la lettre, c'est la cote, sont établis à la fin de la session. Donc, dépendamment de la moyenne du groupe. Donc, il faut que tu sois meilleur que tes compatriotes pour avoir la meilleure cote. On a ensuite Mathieu. Et bonjour. Je ne peux pas l'assurer, je vais demander, mais c'est le droit du démonstrateur de ne pas vouloir s'enregistrer. Donc moi, je vais lui demander que ça soit enregistré, mais il n'est pas obligé de dire oui s'il veut vraiment pas. C'est... Oui, il va en avoir à chaque semaine, sauf la première semaine qui est vraiment juste l'installation du logiciel. Là, fait que c'est vraiment juste d'installer et de s'assurer que ça marche. Là. Fait qu'il n'y a pas dénoncé la première semaine, mais pour les autres, il va en avoir. Good.
on a Monsieur Engelbert, ou Engelbert, je sais pas. Engelbert. Ça n'a aucune importance. Donc, PEP8 a été sélectionné pour son utilisation multiplateforme. Le coordonnateur du cours n'a pas installé Windows depuis les 15 dernières années, donc il touche à rien qui roule sur Windows, fait qu'il faut que ça roule sur Linux. Mais ça roule aussi sur Windows. Et macOS en ce moment, donc c'est le trifecta. Oui. Super! Donc, je pense qu'on a passé au travers de toutes nos questions. Je suis très content du taux de participation. OK? J'ai pas habituellement ça, c'est vraiment dynamique, j'aime ça. Donc, ça va mettre fin à notre première période d'INF 1271. Donc, dans le courant de l'après-midi, je vais mettre en ligne les vidéos. En fait, je vais les mettre directement après le cours, là, si vous voulez commencer tout de suite à écouter le deuxième. Puis, je vais vous envoyer un message sur Moodle pour dire voici c'est quoi qui se passe durant la prochaine semaine. Puis, on se revoit vendredi ou à travers nos différentes interactions sociales sur Mattermost. Bonne journée tout le monde!